Et ben c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par Bivouac. Alors, je vois qu'il y a déjà certains d'entre vous qui sont là. On va attendre encore, 2 petites minutes afin que tout le monde arrive. En amont de ça, peut-être que vous pouvez me faire part dans le commentaire un petit pouce, un petit, juste un petit message pour me dire si, pour me confirmer plutôt si vous m'entendez bien? Est-ce qu'on est bon? Hop, hop, hop. Ah super, merci Arnaud, merci Aurélien, merci Bastien. Ça a l'air de marcher. Bon, bah, bonjour à tous. Vous avez répondu nombreux à ce webinaire, le premier 2023 pour nous. On va aborder une question aujourd'hui fondamentale. Où investir? Hâte de parcourir, ce sujet avec vous. OK, ça a l'air de marcher chez tout le monde. Trop bien. Bon, et ben avant de se lancer, on attend encore une petite minute. J'en profite pour ceux qui découvrent, l'interface, de webinaire sur LinkedIn. Vous avez, la possibilité donc de laisser, un un commentaire, une question tout au long de la présentation et n'hésitez, surtout pas, parce qu'on va prendre le temps, en fin de présentation de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, si jamais vous avez envie de réagir, poser une question, commenter une information qui sera partagée aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à le faire en commentaire, pendant la presse. Eh bien, il est déjà 13h32. Allez, c'est promis, on passe, à l'action. Je me mets un petit chrono. Hop, c'est parti. Et bien, encore une fois, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder, je le disais, cette question fondamentale, de où investir dans l'immobilier locatif en 2023. Comment, est-ce qu'on va, voilà, aborder le sujet? Bah, je vous propose de prendre 20 minutes, la parole, et de vous présenter mon point. Je le disais, n'hésitez surtout pas à poser l'ensemble de vos questions. On aura 10 minutes, à minima d'échange, pour, y répondre en fin de session. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, moi, c'est Martin. Je suis, CEO et cofondateur de Bivouac. Alors, chez Bivouac, on propose des opportunités d'investissement, locatif clé en main dans un peu plus d'une dizaine de villes maintenant en France, uniquement dans l'ancien. Et en clair, on accompagne, voilà, des particuliers comme vous et moi, dans leurs projets locatifs. On se charge de tout, de les conseiller en amont sur, ben, la ville, justement la bonne stratégie, ou que choisir, jusqu'à, qu'ils soient propriétaires d'un appartement, d'une maison, d'un immeuble qui aurait été entièrement, financé, rénové, décoré et loué. Voilà. Donc on fait ça depuis 2017. On a permis, déjà à un sacré paquet d'investisseurs, de se lancer dans l'immobilier en France. On a fait investir plus de 250 millions d'euros d'IMO, depuis 2017. Ça représente plus de 450 projets qui sont menés chaque année. Aujourd'hui, bah, on va aborder la question vraiment fondamentale, hein, qui est, pourquoi investir? Et puis, dans un second temps, où? Voilà, une fois qu'on est décidé, où est-ce qu'on se lance pour, mener son projet d'investissement locatif? Alors, question légitime, surtout par les temps qui courent. Pourquoi faut-il investir dans l'immobilier en 2023? Déjà, le point de départ, c'est que, si vous n'êtes pas encore convaincu, il y a un sacré paquet de Français qui le sont déjà. Pour preuve, aujourd'hui, un investissement immobilier locatif, ça représente plus d'une transaction immobilière sur 3. C'est beaucoup plus que, 5 ou 6 ans, auparavant. C'est près de 340 000 investissements locatifs qui ont été réalisés dans l'ancien en 2022. Et puis, et ben, on est allé s'interroger, se poser la question, voilà, est-ce que, quel est l'état d'esprit des Français, en cette fin d'année 2022, début d'année 2023? Est-ce qu'il y a toujours autant qui souhaitent, mener un projet immobilier? La réponse, c'est oui.
il y a toujours autant de Français par rapport à août 2021 qui souhaitent, porter un projet d'achat immobilier dans les 12 prochains mois. Maintenant, leurs motivations ont, légèrement changé. En mars 2022, c'était 44 des personnes qui avaient répondu favorablement à la question précédente, à vouloir faire un projet de résidence principale. Ils ne sont plus que 33 en novembre 2022. Et où est-ce qu'on retrouve, ben, en partie ces acquéreurs qui ont souhaité peut-être, se porter maintenant davantage sur un investissement locatif plutôt qu'une résidence principale? Eh bien, voilà, on les retrouve là. Ils étaient 15 en mars 2022 à vouloir faire de l'investissement locatif. Ils sont 24 en novembre 2022. Donc l'investissement locatif, plaît de plus en plus, c'est indéniable. Maintenant, nous, on pense pas que, soudainement, les Français se sont réveillés avec, une envie, de une réalisation divine de se lancer dans du locatif. Non, la réalité, selon nous, c'est qu'il y a, hem, ben, une réalité de marché, une conjoncture actuelle qui fait que, surtout, acheter une résidence principale, c'est un rêve de plus en plus inaccessible, ce qui force, bah, une partie de ces acquéreurs à se tourner vers l'investissement immobilier locatif en premier. Pour illustrer tout ça, bah, on a choisi de vous afficher, un indice, qui représente le pouvoir d'achat des ménages, pouvoir d'achat immobilier des ménages un peu partout en France et plus précisément à Paris et à Lyon. Et puis, bah, vous le savez tous avec, l'augmentation, des prix, hein, des prix dans certaines villes qui ont flambé ces dernières années, mais également l'augmentation du coût du crédit dernièrement, bah, le pouvoir d'achat a véritablement, des ménages a véritablement fondu en miettes. On a voulu, illustrer ça, un peu plus précisément en prenant l'exemple d'un couple, à Paris qui, souhaite acheter une résidence principale. Et donc ce couple-là, on pour le bien de l'exercice, on a considéré qu'ils avaient, 120 000 € de revenus nets annuels, donc 2 beaux salaires. Heu, Pourquoi ces 120 000 € de revenus nets annuels? C'est pas choisi au hasard. Hem, c'est que, avec les contraintes qu'on a aujourd'hui sur le marché, du financement, de l'immobilier, notamment ce HTSF qui vous impose d'avoir un taux d'endettement limité à 35, eh bien 120 000 € de revenus nets annuels, c'est ce qu'il faut pour, avoir, un banquier qui vous prêtera avec une mensualité de 3 500 €. Or, 3 500 € sur le marché à Paris en janvier 2022, il y a un peu plus d'un an, c'était ce qu'il fallait pour emprunter 731 000 € aux conditions de crédit qu'on avait à l'époque. Et c'était ce qu'il fallait pour acheter un appartement de 70 mètres carrés. Aujourd'hui, plus de 12 mois plus tard, ben, on a fait le même exercice avec des taux qui sont entre, voilà, qui sont à 2,5. Ce même ménage n'a pas vu ses revenus augmenter, heu, qui donc a toujours cette, capacité de remboursement de 3 500 € par mois, avec des taux à 2,5. Eh bien, malgré que les prix de l'immobilier à Paris aient légèrement baissé sur une année, on parle de 1,2 de baisse, bien ce même ménage ne peut plus qu'emprunter que 62 mètres carrés, soit une perte de pouvoir d'achat de 8 mètres carrés en un an. Et ce qui est encore plus, heu, on va dire, impressionnant, c'est, vraisemblablement ce sur quoi on se dirige d'ici à la fin de l'année 2023. Là, les banques, sont à peu près toutes d'accord pour dire que les taux de crédit devraient remonter autour de 4. Et là, ce même couple, malgré que le fait que les prix immobiliers à Paris vont vraisemblablement continuer de baisser un petit peu, peut-être se stabiliser autour de -2, voilà. Donc même si le prix immobilier moyen repasse en dessous de la barre fatidique des 10 000 € du mètre à Paris, eh bien ce même ménage, ne pourra emprunter, que 562 000 € et donc acheter un appartement de 56 mètres carrés, soit 14 mètres carrés de perte de pouvoir d'achat. Bah, c'est considérable. C'est considérable et c'est donc, vraisemblablement ce qui pousse ce ménage-là à abandonner, son projet, d'achat de résidence principale parce que, 14 mètres carrés, c'est finalement une chambre en moins et donc, il se tourne une des raisons qui explique sûrement qu'il y a beaucoup plus de gens qui se tournent aujourd'hui vers l'investissement immobilier en France. Immobilier locatif, pardon. Pour aller encore plus loin même, dans cette prise de recul, on s'est aussi intéressé en fait, à la question est-ce que, bah, financièrement parlant, c'est plus intéressant de rester locataire et d'investir le restant de son épargne ou d'acheter sa résidence principale?
Donc ça revient à comparer, bah, la situation de 2 acquéreurs, différents. Un qui choisit d'acheter sa résidence principale et donc qui va rembourser chaque mois de sa poche une mensualité d'emprunt à la banque, et un second qui va lui décider de rester locataire, et d'investir le restant de son épargne sur d'autres produits, d'investissement. On a, pour le bien de l'exercice et de l'étude, pris, voilà, donc 2 acquéreurs qui avaient le même revenu, mensuel net, de 3 000 €. Hem, Dans notre premier cas, donc de cet acquéreur qui souhaite acheter sa résidence principale, il va être limité, je le redis, par les conditions, voilà, du HCSF qui limite notre taux d'endettement donc, il va pouvoir uniquement emprunter pour un achat avec une mensualité un peu plus autour de 1 050 €, voilà, de mensualité, de remboursement de crédit. Le reste de ses revenus, il va pouvoir l'utiliser, pour ses frais courants, hein, nourriture, loisirs, transport. Et donc on a, de l'autre côté, notre situation, notre autre acquéreur qui décide de rester locataire, qui va rembourser, on voit ici en bas à droite en partie grisée, un loyer. Et la partie bleue, c'est, finalement, l'épargne, qu'il va placer, heu, puisqu'il ne l'a l'a il a décidé de rester locataire, il ne rembourse pas de mensualité d'emprunt, pour sa résidence principale. Donc il va avoir une certaine épargne disponible, pour le placer dans d'autres placements. Et nous, on a fait le choix pour le bien de l'étude de, considérer qu'il va réussir à cet investisseur-là, à placer à 4 de rendement net. Le résultat, alors, il sera disponible, dans quelques jours, dans la presse, vous le verrez paraître, dans les journaux, généralistes comme spécialisés. Mais le résultat, il est assez, frappant. C'est que, à l'échelle des 100 plus grandes villes françaises, hem, parce que bien sûr, ce résultat dépend de là où ce que vous résidez. Le résultat n'est pas le même à Paris, où il faut 28 ans en moyenne, qu'à Saint-Étienne, où il faut 2 ans en moyenne. Je le redis, donc voilà, et à Saint-Étienne, il faut 2 ans en moyenne pour, qu'il soit plus rentable d'acheter sa résidence principale que de rester locataire. À l'échelle de la France, c'est 14 ans en moyenne. Donc, on le dit jamais assez, un projet d'achat immobilier, c'est un projet à mener sur le long terme. Pourquoi est-ce que c'est peu rentable? Voilà, il faut 28 ans à Paris, pour que ça soit plus rentable d'acheter sa résidence principale que de rester locataire. Tout ça, quand on prend en compte, voilà, une évolution du marché, qu'on prévoit, et cetera, et cetera. La raison, c'est que, il y a beaucoup de frais, en fait, quand vous achetez de l'immobilier, les frais d'agence, les frais de notaire, les travaux que vous allez mettre dedans, et que si vous revendez trop tôt, vous n'allez pas rentrer dans vos frais, même si votre bien prend 1, 2, 3, 5, 10 de prise de valeur. Et donc, hem, dans bien des cas, il est plus intéressant de rester, locataire et d'investir le restant de son argent. C'est donc, vraisemblablement encore une fois un qui un une une situation qui pousse, donc l'ensemble de ces acquéreurs à se porter, plus rapidement qu'avant vers l'investissement immobilier locatif et non la résidence principale. Bon, pour terminer de vraiment répondre parfaitement à cette question, est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier en 2023? On ne pouvait pas passer, sous silence qu'effectivement, surtout par les temps qui courent avec cette actualité, un peu stressante. Vous avez sûrement entendu parler de SVB, Crédit Suisse et compagnie. Hem, la réalité, c'est qu'effectivement l'immobilier restera toujours, le placement refuge par définition. À l'inverse, le bitcoin, alors qui est reparti un petit peu à la hausse en ce moment, mais qui fait le yo-yo tout comme le CAC 40, ou les autres, indices boursiers. Heu, L'immobilier, historiquement prend de la valeur sur le long terme et est beaucoup moins volatile parce que ça serait certainement un marché beaucoup moins liquide et aussi un marché qui répond à, un vrai besoin fondamental d'avoir un toit au-dessus de sa tête. C'est pas demain, la veille, qu'on arrivera à digitaliser, ce besoin-là. Hem et il l'a prouvé, hein, par le passé, même par exemple en 2008, on voit très bien la baisse de prix là des prix immobiliers moyens, en France, en 2008, suite de la crise financière. À l'époque, hein, le marché français, quand on prend Paris et Nevers, Limoges, Perpignan, toutes ces villes-là dans le même panier, eh bien on avait constaté que, le prix immobilier moyen avait baissé de 10 en France. Et alors on s'est intéressé à voilà, est-ce que la situation, qu'on a connue en 2008 sur le marché immobilier est la même qu'aujourd'hui, en France?
et à l'échelle même globale? La réponse, c'est non. Le marché notamment américain, et l'immobilier s'est beaucoup assaini. Il y a, une part significativement moindre d'emprunteurs hypothécaires américains qui ont une dette supérieure à la valeur de leur domicile. À l'échelle de la zone euro, il y a également, beaucoup moins de crédits à taux variable qui ont été accordés, dans ces dernières années que par le passé. Et donc, au vu de tous ces arguments, je pense que ça me paraît être une bonne chose d'investir dans l'immobilier pour sécuriser son épargne et son avenir. Et on arrive, voilà, à l'objet de cette présentation, c'est, maintenant qu'on est convaincu de ça, bah, où est-ce qu'on investit? Où est-ce qu'on place son argent, dans l'immobilier en France en 2023? Donc pour ça, pour, s'intéresser, voilà, à ce sujet, on a voulu, déjà un premier temps, prendre un peu de recul sur, les 5 dernières années et considérer en fonction de typologie de ville, voilà, qu'elle soit petite avec moins de 25 000 habitants ou grande avec plus de 50 000, quels étaient les flops et top 10 des villes qui avaient plus pris de valeur? On regarde la grande gagnante, parmi les petites villes, en France de moins de 25 000 habitants, c'est Libourne, dans la région du Bordelais, qui a vu ses prix, augmenter, de près de 50. C'est tout simplement énorme. On note qu'il y a aussi beaucoup, alors Concarneau, coucou à tous les Bretons. Moi personnellement, mes grands-parents habitent là-bas, donc je suis très content et très heureux de voir que Concarneau fait figure dans le top 10 de ces villes qui ont plus pris de valeur. Mais on retrouve également, voilà, pas mal de, Sainte-Foy-lès-Lyon, une ville que je connais bien, également, qui est en banlieue lyonnaise, qui a pris énormément de valeur. Voilà, on le sait, les petites villes, les villes moyennes, et les villes périphériques des grandes agglomérations ont pris énormément de valeur, ces dernières années. On le retrouve ici. Concernant les villes moyennes, bah, sans surprise, hein, Biarritz, heu, une ville qui a littéralement explosé, ces dernières années, avec, l'arrivée de pas mal de Parisiens qui sont, après notamment le Covid, se sont dit: «Allez, on va s'installer, sur la côte basque, c'est très sympa». Encore pas mal de villes, notamment Oullins, Caluire et Cuire, et cetera, qui sont la banlieue dans la banlieue lyonnaise, qui ont énormément, qui ont vu leur prix énormément progresser ces dernières années. Et puis du côté des grandes villes, bah, voilà, la part belle à toute la périphérie encore une fois, de Paris, et puis, bah, Lyon, Bordeaux, qui sont Angers, qui a même augmenté encore plus que ces 2 grandes métropoles. Heu, donc voilà, sans surprise, des villes très dynamiques, hem, qui ont vu vraiment leur prix flamber. En termes de rendement, je passe très rapidement parce que le temps file. Voilà, les meilleurs rendements, et qu'on a pu trouver dans les tops, des petites villes, et à l'inverse, les rendements moindres. On vous fera part, hein, de toute façon de toute cette présentation, vous pouvez la retrouver sur mon profil LinkedIn à l'issue de ce webinaire. Donc, hésitez pas à venir me consulter mon profil pour avoir accès à l'ensemble de ces classements, plus complets, et l'ensemble des résultats de notre étude. Bon, alors maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on a vu l'évolution, ces dernières années, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes villes, de France, bah, comment est-ce qu'on choisit, la prochaine ville, où on va y trouver un rendement acceptable et les meilleures perspectives de plus-value? On l'a vu, hein, dans le top, des villes qui sont les plus rentables. Il y a par exemple Perpignan, qui, est une ville où, 15 de la population, heu, est, vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc, bah, en tout cas, moi de mon vivant, je suis pas sûr d'investir, personnellement à Perpignan. Je vous laisserai peut-être certains, commenter, s'ils pensent autrement, mais, hem, c'est ça reflète une chose qui est certaine, c'est que le rendement locatif à lui seul ne suffit pas à décrire un bon investissement. Nous, ça fait, des années qu'on milite chez Bivouac pour, hem, décrire, ce qui est pour nous un bon investissement. C'est en fin de compte la réunion de 3 critères. 1, bien sûr, le fait qu'il soit un minimum rentable, donc là, cet indicateur de rendement, entre en jeu, mais aussi que, ce même investissement, hem, heu, prenne de la valeur dans le temps et se loue facilement. S'il se loue pas facilement, c'est bien beau d'avoir un rendement théorique de 20, mais si vous avez un locataire
de locataires qui partent tous les 6 mois ou 3 mois de vacances locatives entre chaque locataire, bah, est-ce que c'est pas mieux d'avoir un placement qui se loue tout le temps, mais avec un rendement, peut-être de moindre, de 7 ou que sais-je? Voilà. La question se pose en tout cas, et ce qu'on a constaté, c'est qu'il manquait un indicateur pour décrire justement, bah, cette capacité de votre investissement à prendre de la valeur et à se louer facilement dans le temps. Et c'est pour cette raison que nous avons introduit, un nouvel indicateur qu'on a nommé indice de confiance Bivouac, et je vais vous présenter, voilà, rapidement comment est-ce qu'on l'a défini. Déjà, on a mené cette étude sur, les 500 plus grandes villes françaises, et on a donc voulu, corréler, près de 112 points de données, hem et l'évolution des prix et de la tension locative dans ces villes données. Donc les données auxquelles on s'est intéressé, c'est, par exemple, le nombre de locataires, le nombre de chômeurs, le nombre de créations d'entreprises, de crimes constatés, et cetera, j'en passe. Et on a traduit tout ça en indicateur d'une note de 0 à 5. Alors on a utilisé pas mal de méthodes de machine learning pour, trouver en fait, quel indicateur avait le plus, de corrélation sur l'évolution des prix et la tension locative. Et puis on a tiré plein de résultats. Ce qu'on a même on s'est amusé à faire, c'est de vérifier que cet algorithme, avait correctement prédit l'évolution des prix, de 2018 à 2020, et on a trouvé des résultats qui sont assez satisfaisants. Mais le résultat final qui nous intéresse, c'est surtout ce graphique, où on a voulu représenter du coup, pour les grandes villes, et bien, en abscisse, le rendement, locatif moyen constaté dans la ville, et en ordonnée, la valeur entre 0 et 5 de notre indicateur de confiance Bivouac, et donc représenter quel est le potentiel, qu'a cette ville à prendre de la valeur dans les années à venir, et également à faire en sorte que votre investissement se loue facilement. Donc comment est-ce qu'on lit ce graphe? Très brièvement, eh bien, puisqu'on a en abscisse le rendement et en ordonnée notre indice de confiance, hem, on a tout en haut à gauche, eh bien, les villes qui ont, plutôt un bas rendement, mais un fort potentiel à prendre de la valeur. Donc, sans surprise, on retrouve Paris, Lyon, Angers, Rennes. Rennes qui est par exemple la ville où il y a le plus de création d'entreprises, en France en ce moment. Hem Et puis, à l'extrême opposé, tout en bas à droite, on a les villes qui ont un haut rendement et un faible potentiel de prise de valeur et de tension locative. Là, c'est pareil, pas de surprise, on a Saint-Étienne, Roubaix, des villes, où certes les rendements sont alléchants, mais on le sait, la tension locative est bien moins importante qu'à Lille intra-muros, ou à Lyon. Voilà, donc nous, en fin de compte, ce qui nous intéresse chez Bivouac, c'est d'aller cibler les villes qui sont le plus possible en haut à droite, hem, qui vont mixer, un haut rendement et un gros potentiel également à la prise de valeur et à la tension locative. On va faire la même chose sur les villes moyennes. Voilà, on voit qu'il y a certaines villes qui effectivement semblent tirer, leur épingle du jeu, et pareil pour, les petites villes. Pour rappel, voilà, suivez bien mon profil, heu, suivez mon profil si vous ne le faites pas déjà. On partagera tous les résultats avec les tableaux, heu, qui vous permettront d'accéder à l'ensemble de ces classements, dans les prochains jours à la suite de ce webinaire. Mais avant de se quitter vraiment aussi, bah, déjà quelques villes qui vont vraiment sortir du lot. On a constaté que, bah, dans les grandes villes, c'est Sévran, en Seine-Saint-Denis qui, gagne vraiment, cette étude avec un rendement brut moyen constaté de près de 7,87, heu et un indice de confiance, qui est, voilà, proche de 3,5, donc c'est une très bonne note. À noter Dijon et Poitiers, qui étaient pas les villes qui avaient, le plus pris de valeur, sur les 5 dernières années, mais qui, semblent vraiment tirer leur épingle du jeu dernièrement, et qui, nous, on le constate puisqu'on y est présent chez Bivouac, depuis maintenant, alors Dijon, ça fait un peu plus d'un an, Poitiers, c'est très récent. On a vraiment constaté qu'il y a une véritable tension, dans ces villes-là, et quand on entend que les prix immobiliers baissent de partout, c'est pas du tout le cas. C'est vrai à Paris, c'est vrai à Strasbourg, c'est vrai à Bordeaux, intra-muros, hein, parce que si vous allez en banlieue de Lyon, vous verrez qu'il y a des prix qui continuent d'augmenter. Mais alors, même au centre-ville de Dijon ou de Poitiers, c'est pas du tout ce qu'on constate. Au contraire, il y a une tension immobilière très, très forte, qui prouve que voilà, le marché est très, très porteur. Pour les villes moyennes, bah, on retrouve encore pas mal de villes, en 2e couronne, d'Île-de-France, qui sont véritablement portées, hein, par, bah, tous ces grands projets. On a les Grand Paris, bien sûr, les JO, et cetera.
Et puis dans les petites villes, pareil, voilà, des villes périphériques, de Saint-Cyr-l'École, qui est périphérique, à Versailles, Givors, périphérie de Lyon, qui sont des villes, où voilà, il y a des projets de développement, et également tout est réuni pour, hem, voir des prix immobiliers qui vont, prendre encore de la valeur dans les prochaines années avec des rendements qui sont, tout de même encore très intéressants. Pour conclure, avant de vous laisser la parole, et répondre à vos questions, est-ce qu'il faut investir dans l'immobilier aujourd'hui? Oui, j'ai envie même de dire que, plus on attend, certes, heu, plus les taux vont augmenter et plus votre pouvoir d'achat immobilier va baisser, ça c'est une certitude. Pour rappel, il y a encore des taux réels qui sont, négatifs, hein, donc le pire du pire, c'est de ne rien faire, laisser son épargne, dormir sur, son compte courant ou sur un livret A, parce qu'en fin de compte, avec cette inflation qu'on connaît aujourd'hui, votre pouvoir d'achat est dégradé, hem et ne rien faire, c'est assurément perdre. Voilà. Alors, est-ce qu'une fois qu'on est convaincu qu'il faut acheter de l'immobilier, se pose la question justement, résidence principale ou investissement locatif? La réalité, c'est que, il faut être encore en capacité d'avoir le choix parce que dans bien des villes, les prix immobiliers ayant tellement flambé, les revenus des ménages n'ayant pas suivi, acheter une résidence principale est devenu tout simplement un rêve qui est inaccessible. Ça demande beaucoup d'apports, et puis, hem, il faut avoir des revenus conséquents pour pouvoir emprunter une surface digne de ce nom, pas se acheter un clapier, que vous allez en plus devoir rendre, revendre dans quelques années, parce qu'il correspondra plus à vos besoins quand vous aurez envie de créer une famille et cetera. Donc voilà, et puis, pour terminer, où est-ce qu'on achète? Bah, la réalité, c'est qu'il y a véritablement un marché à plusieurs vitesses. Oui, il va y avoir des correctifs de prix. Ils ont déjà commencé à intervenir. On le voit, des villes comme Strasbourg, je me répète, Nantes ou Lyon intramuros, Bordeaux, voient leur prix, comme Paris, qui est en train de baisser aujourd'hui. Mais à l'inverse, Dijon, Marseille, Le Havre, et j'en passe, Poitiers, voilà, sont des villes où on note encore une très, très forte tension et des perspectives, de prise de valeur, heu, certaines dans les prochaines années. Voilà, j'espère que cette, présentation vous aura intéressé. Hem, la parole à vous maintenant. Peut-être avant même de vous laisser poser vos questions, juste, un mot pour terminer. Voilà, si jamais vous avez, des questions, plus précises sur votre projet que vous souhaitez heu, envisager, voilà, de lancer un investissement locatif, dans les prochains mois à venir, n'hésitez pas à faire appel à nos services, à nos conseillers qui se feront un plaisir de répondre à tout ça en allant sur notre site internet www.bivouac.com. Voilà, et puis, maintenant, je peux reprendre quelques questions dans les commentaires, mais ceux qui sont, présents en direct, n'hésitez pas, à me soumettre, vos questions, en live. Hem, alors, on a, on a Yann qui nous, pose aujourd'hui la question, comment, pardon, faites-vous le choix entre location courte durée ou location longue durée pour chaque ville et l'impact sur le rendement locatif? Alors, là-dessus, pour la faire très, très courte, déjà, quand on s'intéresse à la location courte durée, il y a il y a il y a une contrainte, c'est la législation. Ça devient de plus en plus compliqué, dans une ville comme, dans la plupart des grandes métropoles, par exemple, mais c'est aussi vrai sur la côte basque où il y a véritablement, le Airbnb qui a accentué cette crise du logement. Hem, les politiques aujourd'hui sont, de moins en moins favorables à la location courte durée. Je parle pour les grandes métropoles, ou les zones tendues. Pourquoi? Parce que ça, détruit de l'emploi, dans l'hôtellerie, et puis, ça supprime beaucoup de logements du marché de location classique et donc, les personnes qui habitent sur place ont de plus en plus de mal à se loger. Hem, Par conséquent, chaque municipalité est en train de mettre en place de mesures de toujours plus restrictives. Par exemple, si vous voulez acheter à Lille un Airbnb, il va falloir que vous, disposiez également d'un autre logement d'une surface équivalente mis en location, sur le marché classique. Donc,
Donc c'est très compliqué, c'est voilà, à Paris, pareil, il faut, changer l'usage du bien, autant vous dire que c'est mission impossible. Donc c'est très compliqué, résultat et ça, c'est vraiment le premier point, limitant. Donc dans des zones très tendues, des grandes métropoles, on va dire que la location classique, de par la réglementation en vigueur, est déjà souvent plus adaptée, parce que c'est simplement la seule qu'on peut pratiquer. Hem, ensuite, après, enfin, courte durée, ça peut, c'est certain, permettre des rendements bien supérieurs. Hem, là-dessus, je vous invite à aller regarder un site qui s'appelle airdna.co, qui est, vraiment, hyper complet, qui vous donnera plein, de statistiques, sur ce marché, du Airbnb et qui vous permet de facilement choisir, quelle ville, pour, sélectionner votre prochain investissement locatif en courte durée. Hem, mais dans les grandes lignes, ce à quoi il faut faire quand même très attention, c'est que certes, on peut louer très cher à la nuitée, il faut s'assurer quand même d'une certaine tension locative suffisante, pour avoir de quoi rembourser, voilà, ses mensualités, et avoir aussi en tête que, c'est peut-être aussi un confort supplémentaire, de se lancer sur un marché où on peut faire à la fois de la courte durée, mais aussi de la longue durée si jamais ça marche pas. Parce que, on a quand même un crédit, sur 20 ans, hem et donc si on a, la possibilité de mettre en location sur du longue durée pour, rembourser son crédit, c'est quand même aussi une voilà, un moyen de sécuriser son investissement. Alors, d'autres questions? On a, Lionel: «Si les taux de crédit IMO continuent à monter ou à rester à des niveaux élevés, quelle baisse de prix peut-on espérer dans les 12-18 mois?» Alors, merci pour cette question fondamentale. C'est vrai que c'est vraiment le sujet d'actualité. Hem, la réponse à ça, c'est que, bien malin celui qui saura prédire exactement combien vont baisser les prix, dans tel marché. J'ai pas cette prétention-là. En tout cas, je suis pas madame Irma, mais ce que je peux vous dire, de manière assez quasi certaine, c'est que, il y a en France vraiment un marché qui a à 2 vitesses. On a, les zones où les prix sont très élevés. Hem, je pense à Bordeaux centre, je pense à la presqu'île de Lyon, 1er et 2 arrondissement. Je pense bien sûr à Paris, où là, en fait, les prix sont très élevés et les taux ayant quadruplé ou allant quadrupler là, en l'espace d'un an, 1 an et demi, et bien tout simplement les ménages n'ont plus les moyens d'acheter, quoi que ce soit, dans ces zones-là. Donc là, effectivement, il y a un afflux d'offres, on le voit, hein, il n'y a jamais eu autant d'appartements à vendre à Paris, que, lors des 10 dernières années. Donc qui dit afflux d'offres, marché d'offres et de la demande, dit forcément baisse de prix à venir, dans les prochains mois. Est-ce que cette baisse pour autant, elle devrait être significative? Pour rappel, en 2008, les prix, avaient baissé à l'échelle de 10 en moyenne sur la France, alors qu'on avait connu une crise majeure où, il y a eu énormément de licenciements, un très, très fort ralentissement de l'économie. Est-ce qu'on en est là encore à l'heure actuelle? Je crois pas. Heu, est-ce qu'on s'y dirige? Je sais pas non plus, je pense pas, mais il y aura vraisemblablement pas de crise systémique comme celle qu'on avait connue en 2008. Donc tout ça pour dire que si en fait, enfin, selon moi, si les prix baissent à Paris de 5 c'est déjà énorme. Hem et dans le même temps, hem, dans les 12 à 18 prochains mois, je peux vous assurer qu'il y a des villes qui vont voir leur prix, encore, vraiment, augmenter. J'ai des alors Bivouac, nous, on n'y est pas encore, mais il y a Grenoble qui est une ville qui a, par exemple, pas beaucoup pris de valeur par rapport à sa jumelle comme Lyon ou d'autres grandes métropoles, heu, ou Annecy, par exemple, mais qui, en ce moment, voilà, subit une très, très forte tension. Heu, j'ai des copains qui sont en train d'acheter un appart là-bas, qui ont dû faire 4 offres au prix avant d'en avoir une acceptée. Donc ils achètent pas un bien, qui est absolument hors marché. C'est voilà un T3, à Grenoble, en ce moment même, il y a une telle tension que, vraiment, les prix ne vont vraisemblablement continuer de grimper et grimper fort. Et la raison à ça, c'est vraisemblablement que les acquéreurs, voilà, se tournent vers les villes, les plus abordables. Grenoble reste encore une ville abordable par rapport à Lyon ou Annecy, dans la région et donc c'est,
vraisemblablement en partie pour ça que, on va connaître, encore des fortes augmentations de prix dans les villes qui sont, dynamiques, abordables. Si en plus il y a des projets d'urbanisme, là ça c'est vraiment seulement des tous les critères qui sont réunis pour, voir les prix augmenter. Voilà, j'espère que j'aurais été, assez, assez clair là-dessus. Alors plein d'autres questions. On a Aurélien: «La règle des 70-30, mensualité égale à 70 des loyers dans le cas d'une location classique, est-elle une utopie en 2023?» Non, 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 ça existe encore. Il faut juste aller voir la bonne banque. Si on vous dit que, c'est plus les loyers sont plus du tout pris en compte, heu, bah, c'est que vraisemblablement vous avez tapé à la mauvaise porte. Donc allez voir une autre banque directement ou, adressez-vous à un courtier qui vous mettra en en relation, parce que ça existe encore. Voilà. Alors, une autre question de Lionel: «Quel apport personnel demandent les banques françaises, pour les non-résidents expatriés qui souhaitent emprunter et réaliser des projets d'investissement locatif en France?» Alors pour un résident, on se situe plus autour d'un apport autour de 10-15 du budget global du projet, donc ce qui correspond aux frais de notaire plus, une partie du prix d'acquisition. Et pour, les expatriés, là, c'est un peu plus compliqué, ça varie vraiment encore une fois, hein, selon, votre pays de résidence, votre type de contrat, votre situation, mais oui, on constate nous en moyenne, c'est avec les clients qu'on accompagne, qu'on est plus, à l'ordre de, 30 du montant, voilà, apporté, par notre client sur le budget total de son investissement. Alors Thibaut qui nous demande un avis sur, une ville de province comme Douai, comme une ville où investir. Bah, écoute Thibaut, il va falloir que mieux que donner un simple avis, on va pouvoir interroger notre algorithme et notre indice de confiance, voir qu'est-ce qu'il en pense. Donc Douai fait partie des villes qu'on a analysées et qui, fait partie des villes où on a, calculé cet indice de confiance et on a également aussi, une vision claire sur les rendements qu'on est capable d'en tirer. Donc je pourrais même, si tu pourras même accéder, si tu te rends sur mon profil là dans les prochains jours, au classement complet et voir, comment se situe, Douai par rapport à d'autres villes, similaires. Ce qu'on peut dire très rapidement, c'est que, hem, bah, Douai, je crois qu'il y a quand même une forte, je suis pas un spécialiste exactement de la zone, je suis pas né là-bas, mais il y a effectivement, je crois, une forte concentration étudiante. Heu, Pas une ville qui est des plus dynamiques d'un point de vue économique, mais qui bénéficie quand même, voilà, d'un bassin d'emploi, assez stable et surtout voilà, de l'essor des agglomérations autour. Donc à étudier plus précisément, parce que Douai, je crois, est aussi pas mal relié. Donc je pense que c'est une ville qui peut, effectivement, de par ses caractéristiques, périphérie d'une grande ville, hem, si bien reliée, si population, jeune actif ou étudiante, alors effectivement, je pense que c'est une ville dans laquelle, pourquoi pas, y investir. Alors, plein d'autres questions. Qu'est-ce qu'on a? Hem, Est-ce que dans ton calcul, des meilleures villes prend en compte un pourcentage des mauvais locataires? Alors, non, notre indice de confiance qu'on vous a présenté là ne prend pas en compte, le pourcentage de mauvais locataires, tout simplement parce que, c'est pas une alors qu'est-ce qu'un mauvais locataire déjà? Et puis c'est pas une donnée auquel on a eu accès. Par contre, effectivement, on a des données, qui vont, refléter, et qu'on a réussi à corréler à la tension locative et on peut dire aussi à la qualité des locataires. Le revenu moyen, par exemple des ménages, le taux de criminalité, le, pourcentage d'étudiants, et cetera, et cetera. Hem, Ça va nous permettre d'avoir une image entre guillemets «indirecte» de la qualité des locataires. Si, demain il y a, un taux de chômage très élevé, un taux de création d'entreprise nul, hem, une évolution démographique, à la baisse, on peut se dire que potentiellement, oui, là, il y a plus de chances d'avoir des mauvais locataires que dans une ville qui, à l'inverse, a une création d'emplois très forte, a, un taux d'étudiants très élevé, j'en passe, voilà, vous l'aurez compris. Et donc c'est
tout l'objet de cette analyse, cet indice qu'on a créé, qu'on a nommé indice de confiance, qui va prendre l'ensemble de ces données et vraiment en faire une synthèse pour, créer cet indicateur de 0 à 5, qui va refléter effectivement si, l'investissement en question, a des chances de se situer dans une zone où, il va y avoir, un faible dynamisme et donc une faible prise de valeur et aussi de faible tension locative et donc sous-entendu aussi, bah, peut-être plus de mauvais locataires comme tu le suggérais. Voilà. Alors, quelle autre question peut-être pour terminer? Hem, on a, tac, 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 encore une question. Donc, est-ce que les gains fiscaux sur les revenus dans une SCI à l'IS ne sont pas complètement annulés par la fiscalité des plus-values professionnelles à la revente et à la flat tax au moment de retirer les loyers de la SCI pour en vivre? Waouh, très bonne question. Là, ça s'étudie au cas par cas, en fonction de la situation de la société et puis de votre situation personnelle. Hem, ce qui est sûr, c'est que, tant qu'on laisse les revenus au sein de la SCI, on peut effectivement, plutôt que d'investir en nom propre, avoir un peu moins de frottement fiscal, payer un peu moins d'impôts. Encore que ça se discute face à d'autres dispositifs qui sont réservés aux particuliers qui investissent en direct comme le LNP au réel. Heu, pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur notre site, on a écrit plein de choses là-dessus. Ou faites appel à un de nos conseillers, il vous conseillera là-dessus. Mais hem, voilà, la SCI à l'IS, si l'objectif c'est de construire un patrimoine, de le, hem, de le faire grossir cette société et puis d'un jour de se séparer, de revendre la société ou revendre les actifs directement, effectivement là, ça peut être intéressant. De là à en vivre des loyers, avec une SCI à l'IS, au-dessus, ça c'est un poil plus ambitieux. Effectivement, il y a du frottement, fiscal. On paye, comme, tu l'as dit, voilà, une flat tax sur les dividendes qu'on va en retirer. Donc c'est un calcul qui va s'étudier en fonction, de vraiment de chaque du projet, de la situation, de l'investisseur, et de la société, du déficit, également s'il y a un ou plusieurs, actifs qui sont, qui sont dans la société, on va, payer plus ou moins d'impôts parce qu'on va faire bénéficier, mutualiser le déficit, créé notamment par toutes les charges, ces amortissements, les travaux et cetera. Hem et donc pouvoir, limiter l'imposition. C'est une question qui nécessite d'être, vraiment vue avec, alors soit des gens comme nous, soit des avocats, spécialisés dans la fiscalité immobilière, qui peuvent faire des simulations pour, vous, représenter exactement qu'est-ce qu'on peut retirer, d'un investissement placé dans une SCI. Hem, voilà, alors on a Inès pour terminer qui nous demande: «Bonjour, je souhaite investir dans un appartement dans le 18e, 8 500 € du mètre carré. Mes proches portent Clignancourt. Qu'en pensez-vous?» Et bah, très, très bonne, question. Hem, Bah, si on reprend le corps de contenu de cette présentation, j'ai envie de dire que, heu, déjà, est-ce que c'est pour une résidence principale ou un investissement locatif? Hem, Acheter une résidence principale, c'est très certainement un très, très beau projet et il faut si on a la possibilité de le faire, faut le faire. Voilà, ça on ne remplacera jamais le confort de se sentir chez soi et de pouvoir mettre, les murs où on veut ou la peinture que l'on souhaite. Hem, mais si la question derrière, c'est vraiment d'un point de vue, optimisation financière, effectivement, notamment à Paris, hem, même dans le 18e à 8 500 € du mètre carré qui comme ça a l'air d'être un peu moins cher que les prix moyens du même arrondissement. Alors, la raison, c'est qu'on est porte de Clignancourt, faire très attention, heu, quel emplacement exactement et quelles sont les caractéristiques de la copro, voilà. Mais voilà, si c'est une résidence principale, c'est certain que, il y a peut-être un peu mieux à faire. D'un point de vue financier, voilà, que de placer son argent ailleurs, que ce soit dans l'immobilier locatif ou dans d'autres types de placements, plus rémunérateurs et de rester locataire. Hem, heu, alors que si c'est dans le cas d'un investissement locatif, eh bien,
investir à Paris, c'est, heu, très certainement, voilà, s'assurer d'une plus-value à la revente, dans 20 ans. Moi, je mets ma main à couper que Paris vaudra un jour 20 000 € du mètre carré. Mais en attendant, c'est, certainement pas l'endroit où on va, connaître on va avoir le meilleur rendement. Hem et puis, dans les 5-10 prochaines années à venir, proportionnellement parlant, il y a sûrement des villes qui vont, voilà, prendre plus de valeur, que Paris. Je parle bien proportionnellement parlant, ramené donc sur le prix du marché actuel. Pour illustrer ça, bah, voilà, quand Paris perd 1,2 quand les prix moyens de l'immobilier à Paris baissent de 1,2 l'an dernier, Marseille gagne 14 en moyenne, rien que sur l'année 2022. Donc, pour te répondre, je pense qu'investir à Paris, dans le 18e, porte de Clignancourt, faire bien attention à qu'est-ce qu'on achète, heu, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage avec les prix moyens du quartier et cetera. Hem et puis, est-ce que c'est une bonne stratégie? 1, oui, c'est mieux d'acheter que de ne rien faire. Maintenant, est-ce que si moi je devais investir ce même argent, à cet endroit-là, je privilégierais très certainement une ville, voilà, de province plus dynamique, avec de meilleures perspectives de prise de valeur et aussi un meilleur rendement, tout en ayant une tension locative, similaire. Là-dessus, je pense à on les a cités en partie, dans la présentation, mais il y a Poitiers, Dijon, Marseille, hem, les périphéries de Lyon, et cetera. Il y a vraiment des villes qui vont tirer leur épingle du jeu à n'en pas douter dans les prochaines années. Hem, voilà. Hem, oui, à Hong Kong, c'est déjà 20 000 € du mètre carré comme nous dit Stéphane et c'est donc pour ça la raison, que, Paris, ne peut faire qu'augmenter, sur le long terme, parce qu'on voit que, pour connaître des gens qui travaillent dans la transaction immobilière, à Paris, qui me racontent les achats de de d'acquéreurs chinois, qui arrivent, avec leurs gros sabots à Paris, en se disant: «Mais Paris, c'est magnifique, c'est 10 fois plus petit qu'Hong Kong, 10 fois plus beau et ça coûte 3 fois moins cher». Donc de ce point de vue-là, effectivement, je pense que tant qu'il y a des Chinois qui peuvent acheter à Paris, les prix devraient continuer d'augmenter et de tirer tout le marché finalement aussi vers le haut. Puis il y a plein d'autres raisons qui font que les prix à immobilier à Paris devraient, continuer à prendre de la valeur sur le long terme. Hem, bon, bah, écoutez, heu, le temps, aujourd'hui, on a déjà largement dépassé le temps imparti. J'espère que ça vous aura, intéressé. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site, partie, blog, se former, où vous aurez, voilà, accès à un tas de contenus, qui répondront j'en suis sûr, une bonne partie de vos questions. Et puis, bah, si vous avez un projet, en tête, n'hésitez pas à faire appel à nos services en cliquant sur, «Je souhaite investir». On vous demandera quelques questions et puis vous serez mis en relation avec, avec un conseiller pour, aller plus loin dans votre projet et vous accompagner si vous le souhaitez. Merci pour votre attention et puis, bons investissements. N'hésitez pas à commenter, encore si vous avez des questions, nos équipes viendront répondre et vous apporter du contenu, sur, l'ensemble de ces questions, même à ceux qui regardent en replay. On prendra le temps de répondre à l'ensemble des questions, voilà, dans les commentaires. Merci beaucoup et bons investissements en 2023. Je vous dis, à très vite. Ciao.